Vous regardez Al 4 News, Madame, Monsieur, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité. Le groupe Sonatrach annonce que les revenus des hydrocarbures algériens ont doublé en l'espace de 5 mois. Drame de Melilla, Pedro Sanchez impute la responsabilité des violations des droits de l'homme à Rabat. Staffan de Mistura, envoyé personnel des Nations Unies pour le Sahara occidental, entame une nouvelle tournée dans la région. Et puis nous irons en Libye. Le pays est toujours confronté à une impasse politique. Madame, Messieurs, bienvenue. Avant de dérouler le fil de l'actualité à la veille de la célébration du 60e du recouvrement de la souveraineté algérienne le 5 juillet, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a, dans l'éditorial de la revue El Jaish, adressé un message au peuple algérien, un message dans lequel il appelle à resserrer les rangs et à unifier le front interne en vue de remporter la bataille du renouveau. Le président Tebboune se dit convaincu que le peuple algérien, qui a pu vaincre l'une des plus grandes puissances coloniales et restaurer la souveraineté nationale, est en mesure aujourd'hui de faire face à tous les défis et de consacrer dans les faits l'Algérie nouvelle. Et on reste en Algérie où le groupe Sonatrach annonce une bonne nouvelle concernant les revenus des hydrocarbures. Ils auraient doublé en l'espace de 5 mois. Les détails avec Kherdin Batache. Un chiffre d'affaires en hausse, un niveau de production qui ne cesse d'augmenter, des perspectives plus qu'encourageantes. Horizon dégagé pour la compagnie algérienne des hydrocarbures. Sonatrach a rempli sa mission. D'abord en 2021, 35,4 milliards de dollars empochés contre 20,2 milliards à la même période de 2020. La production a augmenté de 5% l'année dernière pour un volume d'exportation atteignant les 95 millions de tonnes équivalent pétrole, 18% de plus que l'année précédente, à un prix moyen du baril de pétrole estimé à plus de 72 dollars. En 2022, Sonatrach fait mieux. Un chiffre d'affaires de 21,5 milliards de dollars en 5 mois, contre 21,6 milliards à la même période de 2021, soit une hausse de 70%. La production, on va continuer, comme vous l'avez vu sur les 5 premiers mois, il y a une augmentation de 2% par rapport à l'année passée. On va continuer sur ce rythme-là pour peut-être atteindre 3-4% d'augmentation de la production à la fin de l'année. Au niveau des prix, quand même, vous remarquez que peut-être on va clôturer l'année à autour de 100 et quelques, au maximum 105, 106 dollars le baril. Mais le gaz, quand même, vous le savez très bien qu'on est dans un processus de négociation avec la majorité de nos clients. Donc, il y aura certainement un impact positif sur les prix du gaz. Les bonnes performances de la compagnie algérienne la placent dans une position préférentielle pour envisager l'avenir proche avec davantage d'ambition. Comme vous le savez, les prix du gaz ont augmenté sur les marchés mondiaux durant les derniers mois. Cette situation a poussé la Sonatrach à activer une clause dans ses contrats qui lui permet de réviser ses prix à la hausse. Bien entendu, tous nos partenaires sont concernés par cette démarche, qu'ils soient européens, asiatiques ou autres. Les discussions sont à un stade avancé et nous avons pu conclure des accords avec 3 compagnies. Concernant les projets futurs de l'Algérie de Sonatrach, à l'image des investissements ou encore du gazoduc transsaharien, la compagnie annonce la couleur. Donc le Nigeria, il a bien avancé dans sa partie, donc il lui reste presque 100 km aux frontières du Nigeria. Il y a l'Algérie elle se base sur son réseau qui est bien développé et bien aujourd'hui il arrive jusqu'à la région de Regan et même Ahnet.
Donc, avec la réalisation de JR5 et JR7, il reste la partie jusqu'à les frontières, puis il reste la partie du Niger. À quelques jours de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, la Sonatrach demeure l'un des symboles de la souveraineté économique du pays et l'une des pierres angulaires de sa feuille de route en matière de renouveau industriel. Et en marge de cet événement, le PDG du groupe est revenu sur l'acheminement de gaz depuis l'Espagne vers le Maroc. Selon lui, aucun gaz d'origine algérienne n'a été réorienté vers un pays autre que celui compris dans les contrats. Je vous propose de l'écouter. Nos contrats interdisent l'acheminement du gaz vers des destinations tierces, autres que celles qui sont concernées par l'exportation. S'il subsiste certaines exceptions connues, celles-ci ne peuvent s'effectuer sans l'aval de Sonatrach. Pour le moment, aucune déviation de gaz algérien n'est d'actualité et le cas échéant, il y a des procédures et des mesures légales à entreprendre. Nouvel épisode dans la série Crise Algérie-Espagne. Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Álvarez, a assuré ce vendredi que l'Espagne transfère à la Commission européenne les plaintes concernant les opérations commerciales bloquées par l'Algérie. Énième tentative pour tenter de résoudre le conflit avec Alger, sur une tentative sur laquelle revient Naila Hamouda. Il ne voulait pas passer des messages par les médias, mais il a préféré pleurer dans le giron de l'Union européenne pour régler le conflit entre l'Espagne et l'Algérie. José Manuel Álvarez, le ministre espagnol des Affaires étrangères, se plaint de nouveau à l'Union européenne. Il a évoqué les relations tendues entre Alger et Madrid, visant une fois encore sur l'Union européenne pour convaincre les dirigeants algériens de mettre fin à la crise. On fait confiance à la discrétion et aux efforts de Bruxelles pour résoudre la crise avec l'Algérie, notamment en ce qui concerne le volet commercial. Madrid supplie Bruxelles de lui venir à la rescousse et réparer les dégâts de sa politique hasardeuse et aventureuse avec Alger. Álvarez réitère la volonté de son gouvernement d'avoir les meilleurs rapports avec l'Algérie, une relation basée sur le respect mutuel. Il reconnaît que les accords commerciaux avec Alger sont très affectés. Le chef de la diplomatie espagnole a assuré que le secrétaire d'État du commerce est chargé de réunir des informations sur les difficultés que rencontrent les entreprises espagnoles qui commercent avec l'Algérie. Les plaintes des hommes d'affaires seront transmises à la Commission européenne puisque les instruments et la politique commerciale appartiennent à Bruxelles, dira Álvarez. Craignant des répercussions plus néfastes à l'approche de l'hiver, José Manuel Álvarez évoque le principe du gagnant-gagnant de bénéfices mutuels, la souveraineté et la non-ingérence dans les affaires intérieures des uns et des autres, faisant référence à la décision de Sánchez de soutenir le Marzane. Pour rappel, les relations diplomatiques entre Alger et Madrid se sont refroidies depuis le mois de mars dernier et la tension est montée d'un cran le 8 juin dernier, après que la présidence algérienne ait décidé carrément de suspendre le traité d'amitié liant les deux pays. Le drame de Melilla continue de susciter de vives réactions et la dernière en date, c'est celle du maire de l'enclave espagnole. Eduardo de Castro a affirmé que le Maroc essayait d'effacer les preuves de la tragédie ayant conduit à la mort d'au moins 37 migrants subsahariens violentés par la police marocaine alors qu'ils tentaient d'entrer dans l'enclave. Et c'est, semble-t-il, un Premier ministre espagnol gêné face aux images de migrants molestés vendredi dernier. Après avoir salué les efforts de la sécurité marocaine, tout autre son de cloche, puisque Pedro Sánchez, questionné par El País sur ce qui semble être une atteinte aux droits de l'homme, renvoie la responsabilité aux autorités de Rabat. On le rappelle, l'ONU et le parquet général de Madrid ont demandé une enquête immédiate sur ce drame. Karim Bouaziz. Des images d'une rare violence, diffusées plusieurs heures après le drame qui a soulevé l'émoi, y compris à l'international, avec des critiques émanant du siège de l'ONU. Une police marocaine faisant acte d'une rare brutalité, assénant des coups sur des corps gisant à même le sol et n'hésitant pas à s'armer de pierres et de gaz lacrymogènes pour canaliser les quelques 2000 migrants sur les grillages, forçant la bordure de l'enclave espagnole se situant au nord du Maroc. 37 morts, chiffre des victimes officielles, il pourrait être beaucoup plus élevé. En tout cas, le plus lourd bilan macabre jamais enregistré aux frontières entre le Maroc et les deux enclaves espagnoles.
Saluant dans un premier temps les efforts de la police marocaine, laquelle a défendu tant bien que mal l'intégrité de l'Espagne, dixit Pedro Sanchez, c'est en tout cas un tout autre son de cloche une fois les images diffusées en sa présence par un journaliste d'El País, rétorquant que la responsabilité de cette violation ayant trait aux droits de l'homme est à imputer en premier lieu à Rabat. Un drame migratoire qui entache malgré tout le rapport entre Rabat et Madrid, la frontière, une des portes d'entrée de l'UE et tremplin vers l'Afrique, et vient d'ouvrir après 2 ans de fermeture entre le Maroc et l'Espagne. Avant-hier, à Madrid et Barcelone, des milliers de manifestants se sont rassemblés pour protester contre les dérives ayant mené à la mort des dizaines de personnes, pour la plupart originaires d'Afrique noire. Enchaînant les scandales, le Marzen, en dépit d'une niette populaire, veut à tout prix imposer sa normalisation avec l'entité sioniste. D'ailleurs, l'architecte des accords d'Abraham a été accueilli à Tanger pour un séjour vacancier en famille, sous haute sécurité. Souad Bonbardouche nous en parle. C'est sous la protection et la haute bienveillance du Marzen que le fondateur de l'Abraham Accords Peace Institute et son épouse, la fille de l'ancien président américain Donald Trump, passent des vacances dans la ville marocaine de Tanger. Un séjour familial avec cependant une portée plus profonde, celle d'une relation, semble-t-il, bien échafaudée sur le compte du peuple marocain. Sinon, pourquoi déployer un important dispositif sécuritaire pour un couple de touristes VIP ? Il s'agit en fait du couple qui a su faire passer le Maroc à la trappe de la normalisation, les 2 anciens conseillers de la Maison-Blanche, Ivanka Trump et Jared Kushner. Le gendre de Donald Trump qui a joué un rôle important dans les accords politiques entre l'entité sioniste et les États-Unis. Il a aussi participé au lancement d'un groupe d'influence au Parlement sioniste en faveur d'un élargissement des accords d'Abraham qui ont normalisé en 2020 les relations de plusieurs pays arabes avec l'entité sioniste, en l'occurrence les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc. Après l'effort, le réconfort, des vacances aux frais de la princesse dans un royaume où tout semble se diriger vers une domination sioniste dans tous les domaines, des craintes à maintes fois exprimées par le peuple marocain, pris en étau dans une transaction de piètre facture et aux senteurs de soufre. Nous le disions en titre, l'envoyé personnel des Nations Unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, est de nouveau en visite dans la région. Après Rabat, de Mistura devrait se rendre au Sahara occidental. Alors que faut-il attendre de cette visite qui intervient dans une conjoncture politique délicate caractérisée par le revirement espagnol dans le dossier? Élément de réponse avec Sohila Akilal. Deuxième tournée de Staffan de Mistura dans la région après celle de janvier dernier. Une tournée qui, contrairement à la précédente, le mènera cette fois-ci dans les territoires sahraouis occupés. De Mistura devra faire preuve d'impartialité. Il va se rendre en tant qu'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies. Il doit se rendre en personnalité neutre, c'est-à-dire ni pour le Maroc, ni pour le Front Polisario. Il doit faire un constat de ce qui se passe dans les territoires occupés. Et pour cela, il faut qu'il voit ce qui se passe dans les territoires occupés. Pour cela, il doit obligatoirement prendre contact avec les civils sahraouis qui s'y trouvent et les entendre, j'allais dire, dans une situation d'exceptionnelle neutralité. L'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU au Sahara occidental a été longuement critiqué lors de sa dernière visite. Il lui a été reproché d'avoir été sous la pression de Rabat, se contentant d'une visite dans les camps sahraouis de Tindouf, sans s'enquérir de la situation humanitaire désastreuse des Sahraouis dans les territoires occupés. Chose qu'il n'était pas en capacité de faire lors de sa première sortie. Il ne lui est pas interdit de prendre contact avec les autorités marocaines d'occupation. Oui, bien entendu, il le fera. Mais il faut qu'il voit les Sahraouis, et pas des Sahraouis triés sur le volet, c'est-à-dire des Sahraouis qui sont, ça existe dans toutes les luttes de libération, qui soient acquis à l'occupant. Des Sahraouis que lui, il va, j'allais dire de façon indiscriminée, va rencontrer dans les différents quartiers de l'Ayoun ou de Boujdoul ou d'ailleurs. La mission de Staffan de Mistura reste difficile et complexe en raison de la conjoncture particulière dans laquelle intervient sa visite dans la région, marquée non seulement par un retour de la guerre depuis 2020, mais aussi le changement de position de Madrid en mars dernier, cédant au chantage du Marzen. Et dans le même dossier, 18 prisonniers sahraouis du groupe Gdemizik incarcérés au Maroc depuis 2010 ont déposé une plainte contre le Royaume du Maroc auprès de l'ONU pour détention arbitraire et actes de torture.
Le groupe ajoute que les Sahraouis qui militent en faveur de l'autodétermination sont soumis à des pratiques discriminatoires et ont été condamnés à de longues peines d'emprisonnement sur la base d'aveux entachés de torture. Et justement, pour en parler davantage, nous avons avec nous en direct Monsieur Gianfranco Fattorini. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, vous êtes coordinateur général du groupe de soutien de Genève pour la protection et la promotion des droits de l'homme au Sahara occidental. 18 plaintes supplémentaires contre le Maroc pour violation des droits de l'homme. Monsieur Fattorini, quel impact pourrait-elle avoir auprès des Nations Unies ? Justement, cette démarche auprès du groupe de travail des Nations Unies sous la détention arbitraire s'inscrit dans une série de décisions que cet organe a déjà rendues concernant d'autres prisonniers sahraouis. Il y a désormais une solide jurisprudence qui établit que la procédure juridique marocaine qui conduise à la détention de Sahraouis ne respecte pas les règles d'un procès équitable et que ces personnes sont condamnées de manière discriminatoire parce que Sahraouis et parce qu'ils exercent leurs droits fondamentaux, notamment réclamant le libre exercice de leur droit à l'autodétermination consacré par la Charte des Nations Unies et réaffirmé par tous les organes des Nations Unies. Maintenant, on attend que le prochain haut-commissaire aux droits de l'homme fasse de cette question une question prioritaire et que le secrétaire général de l'ONU reflète plus amplement dans son rapport au Conseil de sécurité toutes les violations du droit international au Sahara occidental occupé. Monsieur Fattorini, alors jusqu'à présent, le Maroc échappe au droit international. Pourquoi, selon vous ? Quelles sont les raisons ? Tout d'abord, les autorités marocaines refutent toutes les décisions prises par les mécanismes onusiens des droits de l'homme et donc elles n'entendent pas mettre en œuvre les dispositions dictées par ces organes. Ce faisant, le Maroc participe à l'affaiblissement du droit international et il est soutenu dès l'invasion du Sahara occidental par des grandes puissances telles que les États-Unis, la France, l'Espagne et on pourrait dire maintenant, même d'une manière plus large, par l'Union européenne. Les mêmes acteurs qui sont en première ligne pour défendre le peuple ukrainien. C'est la politique des doubles standards qui participe à l'affaiblissement de l'ONU, dans la mesure où les promesses de 1991 d'organiser un référendum d'autodétermination au Sahara occidental ne sont pas tenues. Très bien, merci beaucoup Monsieur Gianfranco Fattorini. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes coordinateur général du groupe de soutien de Genève pour la protection et la promotion des droits de l'homme au Sahara occidental. Dans l'actualité également, l'ambassadeur d'Espagne convoqué par le gouvernement malien après des propos du ministre espagnol des Affaires étrangères qui dit ne pas exclure une intervention militaire de l'OTAN dans le pays. Selon le chef de la diplomatie malienne, ces propos sont inacceptables, inamicaux et graves parce qu'ils tendent à encourager une agression contre un pays indépendant et souverain. Et puis sachez que les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se réunissent aujourd'hui pour un sommet très attendu à Accra, un sommet lors duquel ils devront statuer sur les sanctions concernant le Mali, la Guinée ou encore le Burkina Faso, 3 pays qui ont été théâtres de coups d'État. En Libye, quelques jours après la rencontre de Genève entre Aguila Salah et Khaled El-Mashri, c'est toujours l'impasse politique. Les deux parties n'ont pas réussi à trouver un terrain d'entente concernant l'organisation des élections à Mintouta. La dissension politique en Libye s'est propagée dans la rue au lendemain de manifestations dénonçant la situation socio-économique et le blocage que connaît le pays après le revers de Genève entre le président de la Chambre des représentants Aguila Saleh et Khaled El-Mashri, président du Haut Conseil d'État. Un paysage politique qui se reflète par 2 gouvernements rivaux depuis mars dernier. L'un basé à Tripoli, à l'ouest du pays, dirigé par Abdelhamid Dbeiba depuis 2021, et l'autre institution dirigée par Fathi Bashara à Tobruk. Dbeiba qui a refusé de partir avant la tenue d'élections et l'élaboration d'une constitution engendrant une situation de blocage. Cette conjoncture fait craindre à la classe politique et à la communauté internationale un retour en arrière. Selon un certain nombre d'observateurs, l'actuelle situation ne peut être dénouée que par le passage à une étape de transition convenue par tous les acteurs politiques du pays et qui aboutit à des élections générales. Cette dernière étape s'annonce compliquée en raison des discordes.
De son côté, la conseillère du secrétaire général de l'ONU sur la Libye, Stephanie Williams, n'a pas manqué de réagir aux derniers développements en exhortant les acteurs politiques libyens à se mettre à l'écoute de la population en laissant leurs divergences de côté et d'œuvrer à la réalisation des élections tant revendiquées par les couches populaires 10 ans après la révolution. La Libye, où le calme semble être revenu après que des manifestants en colère contre le gouvernement se sont rassemblés à Tripoli et dans plusieurs villes de l'ouest du pays, bloquant des routes et mettant le feu à des pneus. Frustrés par des années de chaos et de division, ils ont appelé à la destitution de la classe politique actuelle et à la tenue d'élections rapidement. Et puis en Tunisie, après la publication au journal officiel du projet de la nouvelle constitution soumis à un vote le 25 juillet courant, l'Union générale tunisienne du travail annonce vouloir laisser le libre choix à ses adhérents de participer ou non à ce référendum. Dans un contexte de montée des tensions en Méditerranée orientale, l'armée d'occupation sioniste a annoncé avoir intercepté 3 drones du Hezbollah libanais aux alentours de la plateforme gazière de Karesh. Alors quelles seront les répercussions de cet acte? Restera-t-il sans conséquences? Analyse de la situation avec Sofiane Baroudi. L'armée d'occupation sioniste a annoncé avoir intercepté 3 drones lancés par le Hezbollah libanais en direction de la plateforme gazière de Karesh, à 100 km au large des côtes. Cette zone est disputée entre le Liban et l'entité sioniste qui exploite de nombreux gisements dans la région, à l'instar des plateformes Léviathan et Tamar. Cette attaque a fait réagir le nouveau Premier ministre de l'État hébreu, Yair Lapid, qui a déclaré que cette action visait à empêcher la ratification d'un accord sur les frontières entre le Liban et l'entité sioniste. Plusieurs observateurs ont tiré la sonnette d'alarme sur la signification stratégique de cet épisode belliqueux. Le Hezbollah libanais a indiqué pour sa part avoir lancé des drones en mission de reconnaissance dans, je cite, la zone frontalière contestée. Pour rappel, les 2 parties sont engagées dans des négociations indirectes sur le volet des zones économiques exclusives et l'UNIFIL, une mission onusienne, est chargée de créer une zone tampon pour séparer les forces armées libanaises des forces d'occupation sionistes. La moitié du territoire libanais a été occupée pendant plus de 25 ans. Cette situation continue dans certaines zones, principalement des champs gaziers et pétroliers dans la région maritime. Pour rappel, l'initiative arabe pour la paix, adoptée dans la capitale libanaise en 2002, prévoit la nécessité de la libération de tous les territoires arabes occupés par l'entité sioniste, comme préalable à toute solution juste au conflit au Proche et au Moyen-Orient. À ce propos, Beyrouth, qui vit une situation de crise sans précédent, a célébré dernièrement une réunion des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe, qui ont assuré à ce pays arabe du soutien de l'institution régionale afin de faire face aux innombrables défis auxquels fait face ce pays. Enfin, les tensions en Méditerranée orientale ont été accentuées par la découverte de nombreux gisements d'hydrocarbures importants dans la zone, ce qui a ouvert l'appétit de plusieurs acteurs géopolitiques en course pour le contrôle des ressources énergétiques dans cet espace aux tensions galopantes, probablement attisées par la guerre de haute intensité ayant cours en Europe et en mer Noire. Et plus de 4 mois après le début de l'opération militaire en Ukraine, les forces russes annoncent avoir totalement encerclé la ville ukrainienne de Lysychansk et contrôlent désormais toute la région de Lugansk qui a connu de violents combats ces dernières semaines. Et retour en Algérie à présent pour parler de l'événement de cet été, la 19e édition des Jeux méditerranéens qui se déroule en ce moment même à Oran où l'on retrouve notre envoyé spécial Khadija Khaddaoui pour nous parler d'athlétisme. Khadija, bonsoir. Bonsoir Nouhed, bonsoir à nos chers téléspectateurs. Alors 21 Algériens disputeront... Miloud Hedfi d'Oran. Voilà, exactement. 21 Algériens disputeront 9 finales au complexe olympique. Miloud Hedfi lors de cette dernière journée. Khadija, je vous laisse la parole. Tout à fait, nous sommes au complexe olympique Miloud Hedfi d'Oran pour assister à cette 3e et dernière journée des épreuves d'athlétisme. 3 médailles déjà aujourd'hui dès l'entame
de ces épreuves. Une en or dans les 800 mètres remportée par Jamel Sedjati après une excellente performance. Une autre en argent remportée par Yassine Hathat qui s'est illustré lui aussi dans le 800 mètres mais dans la course aussi. De son côté, Bouannani Amin vient de remporter de l'argent mais cette fois-ci dans le 110 mètres haies. Les Algériens cartonnent en tout cas dès l'entame de cette épreuve de l'athlétisme dans cette dernière journée. Rappelons que l'Algérie comptabilise déjà 11 médailles en tout dans cette discipline, dont 4 en or, 2 en argent et 5 en bronze. Les autres Algériens donc restants tenteront de remporter plus de médailles dans les disciplines restantes. Nouhed. Merci beaucoup Khadija. Nous reviendrons vers vous demain également pour notre édition du 19h et puis on reste à Oran pour parler d'autres disciplines. Eh bien, le temps de joindre notre autre envoyé spécial Iman Merad en direct du complexe olympique. Là, on donne cette information concernant les médailles. La Turquie domine toujours le classement des médailles lors de ces Jeux méditerranéens avec un total de 91 médailles dont 40 en or, suivi de l'Italie. Et enfin, c'est l'Algérie qui ferme le podium avec 44 médailles dont 16 en or. Alors on demande à Iman Merad si elle est avec nous. Elle n'est toujours pas là. On redonne donc l'information concernant les médailles. Le premier pays au classement, c'est la Turquie qui domine donc le classement de ces Jeux méditerranéens, suivi de l'Italie. Et enfin, c'est l'Algérie qui complète le podium avec 44 médailles, dont 16 en or. Est-ce que nous avons Iman Merad avec nous ? Oui, bonsoir Nouhed, bonsoir aux téléspectateurs d'Al24 News. Nous sommes ici en direct du centre équestre d'Oran où nous assistons à la cérémonie de remise des médailles. Alors un podium dominé par la Syrie qui détient la première et la deuxième place. La troisième place revient à l'Égypte. Nous avions beaucoup d'espoir sur notre cavalier algérien Eitlounis qui a quand même réussi à se hisser à la 7e place dans cette compétition. Alors Nouhed, passons au nombre de médailles. Vous disiez à l'instant que nous avions atteint 16 médailles d'or, effectivement. Alors il semblerait que nous ayons un problème téléphonique. Nous essayons de rejoindre une nouvelle fois Iman Merad. Iman Merad, vous êtes là ? Oui, je suis là, Nouhed. Alors allez-y, je vous laisse continuer. 16 médailles donc pour l'Algérie, vous disiez. Oui, 16 médailles pour l'Algérie. C'est la tireuse Saoussen Boudiaf qui nous a offert cette 16e médaille d'or. Nous avons atteint un record par rapport aux médailles d'or. Donc l'Algérie se place à la 3e place derrière la Turquie et l'Italie dans cette 19e édition des JM ici à Oran. Merci beaucoup Iman Merad, envoyé spécial à Oran donc pour les Jeux méditerranéens. Iman Merad et Khadija Khaddaoui que nous retrouverons demain également pour la suite de ces Jeux. Et on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo avec Amel Ameziane Zitouni. Très bonne suite des programmes sur Al24 News. À demain 19h.